Merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord remercier aussi Brice Lalonde pour ses mots sympathiques, et puis dire à François Gemène que j'attends avec vraiment grande impatience le rapport de fin février, parce que j'avais fait des commentaires il y a juste un an, et j'aimerais bien voir s'ils ont été entendus ou pas. Bon, alors, je viens vous parler au nom du Partenariat français pour l'eau. Nous disions PFE, vous m'excuserez d'utiliser ce raccourci. Hein. Le Partenariat français pour l'eau, c'est une plateforme qui rassemble la quasi-totalité des acteurs français qui sont motivés, mobilisés par les questions d'eau à l'international. Dedans, on y trouve aussi bien l'État, des structures parapubliques, que des collectivités locales, les parlementaires, le secteur privé, des associations, des experts. Vraiment, c'est une plateforme où il y a quasiment tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à l'eau internationale. Alors aujourd'hui, on parle d'outre-mer, ce n'est pas l'international. Mais il se trouve que notre partenariat français pour l'eau a un groupe de travail sur les outre-mer. Et plus spécialement, un groupe de travail sur les objectifs de développement durable et les outre-mer dans le secteur de l'eau. Alors, j'ai le grand plaisir de vous dire que ce matin, je ne suis que le 5e membre de ce groupe de travail à parler devant vous. Il y a 4 autres qui sont exprimés devant vous, ce qui vous montre que ce partenariat français réunit des gens qui sont importants puisqu'ils sont invités aujourd'hui. Alors, je vais vous dire pourquoi on est arrivé à constituer ce groupe de travail sur les ODD, les objectifs de développement durable, et les outre-mer. Et puis après, je vous dirai, je vous donnerai un exemple des travaux que nous y menons et qui traitent de la production de connaissances, un sujet que Éric Tardieu vient de mentionner. Alors, pourquoi avons-nous constitué ce groupe de travail ? Le Partenariat français pour l'eau s'est mobilisé sur les objectifs mondiaux de développement durable depuis le sommet de Rio en 2012. Nous avons participé à la négociation de ces objectifs, à leur préparation, à leur définition, et nous avons été très satisfaits du résultat. En 2015, ils ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies à l'unanimité. Et pour le secteur de l'eau, ces objectifs, on dit ODD, excusez-moi pour l'acronyme, mais c'est plus facile à dire. Donc les ODD sont une révolution. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 2015, le monde avait un seul objectif lié à l'eau, et encore il était peu ambitieux et partiel. Depuis 2015, le monde en a 20. Il y a 20 cibles eau dans le programme des ODD, et elles sont toutes importantes, et elles traitent des plus grands enjeux de l'eau. Elle traite bien entendu des questions d'accès à l'eau potable, mais aussi d'accès à l'assainissement. Elle traite de la maîtrise des pollutions de l'eau. Elle traite de la gestion des ressources en eau, de l'anticipation des catastrophes liées à l'eau, de la participation des citoyens dans les décisions liées à l'eau. Elle traite du changement climatique, l'adaptation, dont on a parlé à l'instant. Bref, aujourd'hui, le monde a des objectifs pour l'eau, pour tous ces grands enjeux. Alors, depuis 2015, le Partenariat français pour l'eau s'efforce de faire connaître ces objectifs mondiaux aux Français, ou qui se mobilisent dessus. Alors, une première étape a été la confrontation entre ces 20 objectifs et les perspectives que l'on peut attendre de nos politiques publiques actuelles. Un travail très minutieux a été fait en 2017, je crois, par l'un de nos membres, l'ASTE, l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement, qui regroupe des milliers de professionnels de l'eau. Et cette association a donc fait une analyse comparant nos politiques avec les objectifs partagés par toute l'humanité. Et alors, bien entendu, on a trouvé que l'eau était plutôt bien gérée en France. On n'a pas à rougir en comparaison de nos voisins. Mais, l'ASTE a trouvé un certain nombre de trous dans la raquette. C'est des sujets sur lesquels il manquait quelque chose. Alors, l'un de ces 7 trous, parce que je crois qu'il y en avait 7 qu'on avait trouvé, était l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les outre-mer. Un besoin qui, à l'époque, est apparu comme très méconnu des institutions, des organisations hexagonales. Et les informations statistiques qui ont été mises au jour à ce moment-là ont montré que
les enjeux dans les Outre-mer sont souvent bien plus proches de ceux des pays en développement que de ceux des pays développés. Alors, le premier des 7 renforcements de politique publique qui étaient appelés par ces documents était, je cite, dans les DROMCOM, donc en Outre-mer, mettre l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au même niveau qu'en métropole, y compris dans les établissements scolaires. Bon, il y avait un autre sujet qui a été évoqué, mais sur lequel il y a eu des gros progrès, c'est la coopération transfrontalière, ou le fait qu'il n'y avait aucune coopération avec le Suriname et le Brésil à l'époque est apparu comme un manque. Bon. Mais là-dessus, on a beaucoup progressé. Alors, à partir de là, le partenariat français pour l'eau s'est mobilisé pour que la stratégie nationale pour le développement durable mentionne, cible explicitement les Outre-mer. Et ceci a été entendu, puisque cette stratégie nationale qui a été adoptée en septembre 2018 le fait. Il y a vraiment un volet Outre-mer très clair. Mais une stratégie, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il qu'il y ait des actions pour la mettre en œuvre. Et alors, c'est la raison pour laquelle, après des discussions internes assez longues, nombreuses, nous avons décidé de former un groupe de travail sur la mise en œuvre des ODD dans les Outre-mer. On a fait ça en 2020. Il est constitué d'acteurs de toute nature, mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'il associe des acteurs d'outre-mer avec des acteurs métropolitains. Patrick Lecomte, on a entendu ce matin, en est un membre actif, par exemple. Et c'est ce dialogue entre Français qui habitent l'outre-mer et Français qui habitent la métropole qui, à mon avis, fait la richesse de ce groupe. Alors, parmi nos travaux, je pense que l'un de ceux qui ont été les plus efficaces aujourd'hui, c'est notre travail sur la connaissance relative aux besoins de progrès dans les Outre-mer au regard des 20 objectifs mondiaux dont j'ai parlé il y a quelques instants. Donc, notre groupe de travail s'est attelé très vite à comprendre quelle était la situation, quels sont, essayer d'identifier ces besoins. Nous avons utilisé les indicateurs mondiaux des Nations Unies, considérant que c'était pas mal d'avoir un indicateur. C'est comme quand vous avez une voiture, c'est un compteur de vitesse et vous êtes à 100, bah vous savez d'abord que le moteur marche, que le conducteur est éveillé, que bon, vous savez plein de choses, quoi. Donc on a regardé les indicateurs mondiaux, et on a fait la liste de tous les paramètres qui servaient à les calculer, et puis on est allé voir quelles étaient leurs valeurs dans les Outre-mer. Alors la première question que vous avez posée, c'est est-ce que ces valeurs existent? Elles sont connues? Et alors là, nos travaux ont débouché sur 4 difficultés majeures. Donc c'est ça le cœur de ce que je voudrais vous dire. Donc 4 points. Le premier point, c'est qu'on connaît beaucoup de choses sur l'eau en France. Nous avons des bases de données nationales qui sont, pour certains sujets, très détaillées, très précises, qui sont accessibles en ligne. Mais elles ne font des agrégations qu'au niveau national. Et c'est le cas pour les ODD. Il y a un tableau de bord national qui donne des indicateurs ODD pour la France, et donc des indicateurs pour l'eau en particulier. Mais les valeurs qu'on trouve dans ces documents ne sont que des valeurs France entière. C'est l'expression des statisticiens. C'est-à-dire des valeurs dans lesquelles il y a toute la France, qui est très intéressant, mais du fait du poids démographique des Outre-mer, la réalité des Outre-mer est complètement masquée dans la moyenne nationale. Donc en fait, ces bases de données sont complètement inutiles pour comprendre ce qui se passe dans les Outre-mer. Là où on trouve de l'information, c'est lorsque une institution qui est dans un territoire d'outre-mer fait elle-même la production de statistiques. Et je dirais, heureusement, il y a plusieurs départements dans lesquels les offices de l'eau produisent de la connaissance sur ce qui se passe, non pas commune par commune, mais au niveau du département. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui permet de voir où on en est, de comprendre les besoins et de suivre les progrès. Alors malheureusement, la situation est assez disparate et d'autre part, ces offices ne publient des données que très irrégulièrement et pas toujours très faciles d'accès. Bon, mais ça existe et c'est quand même une bonne chose. L'autre sujet ou l'autre découverte que nous avons faite, c'est que quand on regarde ce qui est disponible dans les Outre-mer, il y a des sujets sur lesquels il y a plein de choses, c'est parfait, mais il y a quand même des sujets sur lesquels il n'y a rien, ou quasiment rien. Et alors là, je vous en cite 3.
en disant que... Non, je vais plutôt dire les choses de façon plus générale, en disant on trouve des informations sur ce qui marche, mais on trouve très peu d'informations sur ce qui ne marche pas. Exactement. Or, les objectifs de développement durable, c'est combler le gap entre ce qui marche, enfin, et les besoins. Alors, parmi ce qu'on n'a pas trouvé, on n'a quasiment rien trouvé sur les modes d'accès à l'eau des personnes non raccordées au réseau d'eau potable. C'est-à-dire que les personnes qui bénéficient du service public, on sait plein de choses. Mais celles qui n'en bénéficient pas, ben on ne sait pas grand-chose. Et ça a été évoqué tout à l'heure par mes amis de la coalition eau. Idem pour l'assainissement. On sait assez bien ce qui se passe pour l'assainissement collectif, mais le reste, on le met pudiquement dans une catégorie assainissement non collectif, sur lequel on ne sait rien du tout. Vraiment rien. On ne sait pas si les gens pratiquent la défécation en plein air, s'ils ont des latrines, enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça n'existe pas. Et puis le troisième point qui a aussi été évoqué ce matin, on a parlé plusieurs fois des tours d'eau. Mais c'est un vrai problème. Dans l'objectif mondial, il faut que l'eau soit accessible de façon régulière. Il y a la norme, excusez-moi d'utiliser le mot norme, hein, c'est 12 heures par jour minimum. Bon, parce qu'il y a des tours d'eau et qu'il faut que vous avez de l'eau que quelques jours par semaine, ça ne marche pas. Eh bien, ça, c'est donc un problème, mais il n'est pas documenté. Il n'y a pas de statistiques en France sur la régularité d'accès à l'eau potable pour les Français. Pardon, mais sur les tours d'eau, et d'ailleurs c'est la troisième fois qu'on en parle, et on n'a pas fait la petite remarque qu'aurait fait Sylvie Gustave dit Duflot si elle avait pu venir, hein, c'est que malheureusement, laisser des tours d'eau sur la Guadeloupe a été un échec, dans la mesure où, alors c'est vrai que nous le prenons davantage au niveau de la ressource, plus que de l'accès à l'eau, mais les gens faisaient des réserves énormes. Et finalement, on n'a pas pu réguler correctement à cause de ces tours d'eau. Là, vous me parlez de la gestion. La gestion. Moi, je vous parle de l'accès à l'eau pour les personnes. Oui, mais justement, peut-être un jour faudra-t-il... Si une personne a de l'eau à son robinet tous les 4 jours, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'elle stocke l'eau. Sinon, elle ne peut pas survivre. Donc, c'est un problème, la régularité d'accès à l'eau, mais il n'est pas documenté au niveau national. Bon, alors que les Nations Unies le demandent. Le troisième point, je serai rapide là-dessus, on n'a trouvé aucune information sur l'existence ou non de points d'eau et de toilettes décentes dans les établissements scolaires. Alors que là aussi, c'est une cible mondiale tout à fait bien identifiée. Et le dernier point, qui a été évoqué aussi d'une certaine façon ce matin, dans les cibles ODD, il y en a une sur l'accès universel à l'eau potable à un coût abordable. Eh bien, on n'a trouvé aucune donnée statistique, à valeur statistique, sur le poids de l'eau dans les budgets des ménages dans les territoires d'outre-mer. Voilà, donc 4 sujets différents, mais qui nous ont montré que la connaissance était aujourd'hui insuffisante si on veut sérieusement atteindre les objectifs mondiaux, qui sont quand même des objectifs partagés par toute l'humanité. Alors, donc ça veut dire que la France aujourd'hui ne sait pas très bien où elle en est vis-à-vis de ses objectifs mondiaux, en tout cas certains objectifs mondiaux. Alors heureusement, dans chaque territoire, il y a eu des études quand même assez détaillées dans le cadre du plan ODOM. Elles n'apportent pas toutes les réponses, mais quand même un certain nombre. Alors, je vous parle d'indicateurs, je vous parle de statistiques, ça peut vous paraître rébarbatif, mais si je vous en parle, c'est surtout parce que si on n'a pas de statistiques et pas de connaissances, on a peu de chances d'être très efficace. On ne peut pas résoudre des besoins si on ne les connaît pas. Et donc, notre partenariat a été amené à dire, notre groupe de travail a été amené à dire qu'il fallait faire un effort statistique. Ça, c'est possible, hein, il faut s'organiser, mais c'est nécessaire pour avoir de meilleures connaissances, territoire par territoire, et que ces connaissances soient disponibles publiquement pour que chaque habitant puisse savoir ce qu'il en est. Donc on en a parlé avec les inspecteurs généraux qui sont aujourd'hui en train de faire un audit du plan ODOM. J'espère qu'ils nous ont entendus et j'espère qu'on arrêtera, pour savoir comment ça se passe dans les territoires d'outre-mer, d'aller chercher les bases de données de l'OMS et de l'UNICEF, qui en fait ne font que répercuter des données qui viennent de chez nous. Il ne faut pas croire autre chose. Alors pour conclure,
Quelques remarques à titre personnel, pas au titre du partenaire français pour l'eau, qui ne m'a pas mandaté pour ça, hein, parce que nous, c'est une plateforme collective, donc je vous fais part de ce qu'on a trouvé ensemble. Mais je vous dirais, enfin, c'est mon point de vue de vieux routier de l'eau, ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas documenté, n'est souvent pas un objectif de politique publique. En fait, on n'a pas de volonté collective de résoudre les problèmes qui ne sont pas connus. Et effectivement, sur les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons des réglementations très précises pour les services publics qui apportent de l'eau ou qui s'occupent de collecter les eaux usées. C'est-à-dire pour l'action en direction des personnes qui bénéficient des services publics. Mais pour les autres, pour ceux qui ont besoin d'un meilleur accès qu'aujourd'hui, dont les besoins sont méconnus, ils ne font pas l'objet de politiques qui les ciblent explicitement. Quelles sont les institutions qui sont chargées de faire en sorte que tout le monde ait de l'eau potable? La question a été posée ce matin, mais il n'y a pas de réponse. Hein. Donc aujourd'hui, nos politiques en matière d'eau et d'assainissement sont plutôt centrées sur des moyens, sur des contraintes à respecter, mais on n'est pas très cohérent. D'un côté, on a mis le droit à l'eau dans notre législation, mais on n'a pas d'acteur qui soit chargé de le mettre en œuvre. Alors, cette absence de politique, je dirais, proactive pour atteindre un résultat est une difficulté pour certains Français de métropole, mais en proportion, c'est bien plus important dans les Outre-mer. Donc, si la France veut un jour réussir l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, qui est une cible mondiale, mais qui est aussi dans sa stratégie officielle depuis 2018, mais il faudrait au minimum s'assurer que tous les Français accèdent à de l'eau véritablement potable. Il faudrait supprimer les longues interruptions de service de l'alimentation en eau potable et les tours d'eau. Il faudrait supprimer la défécation en plein air et les équipements d'assainissement non collectif qui menacent la santé ou l'environnement. Ça, c'est une chose qui est cadrée statistiquement. Et il faudrait aussi s'assurer que dans toutes les écoles de France, de Navarre, mais aussi d'outre-mer, il y a des toilettes décentes et des points d'eau potable. Alors pour ça, il faut que toutes les institutions, l'État, les collectivités locales unissent leurs forces. C'est le sens du plan Eau-DOM. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience le résultat du bilan du plan Eau-DOM qui est en train d'être fait et qui, j'espère, nous donnera une photographie précise de la situation. Merci.